Robert Fox était donc le directeur de la section anthropologie au Musée national quand nous sommes arrivés. Et Condominas avait précédé notre voyage en 60. Nous sommes arrivés en 69. Il nous avait précédé en 69, en début d'année, en allant voir Conklin en pays Fugao pour dire qu'il envoyait 2 élèves. Donc, deux figures importantes étaient prévenues de notre arrivée. C'était une manière courtoise, mais ce n'était pas tous les ethnologues philippins et tout ça. Il y avait l'université et ils demandaient que nous allions à l'université des Philippines, ce que nous avons fait. Et là, Fox nous a donc parrainés avec le Musée national, nous a invités, nous a accompagnés sur le terrain chez les Alangan et les Iraya, à Mindoro, puisqu'il nous a dit « les nomades de la mer, c'est pas la peine, c'est la guerre, il va y avoir encore plus de guerre, c'est pas la peine d'y penser dans l'archipel des Soulous ». Vous voyez, ce qui s'est avéré. Mais j'ai pu y aller plus tard, bien plus tard. Et j'ai publié une épopée des nomades de la mer. Or, Fox était un bon organisateur et un bon pédagogue et il avait rassemblé donc cette école à Tabon, école d'archéologie et d'ethnographie, où il emmenait, je l'ai dit, dans ce récit de sa vie que j'ai écrit, 70 étudiants de UP. Et il nous a demandé de faire quelques conférences d'introduction au structuralisme. Donc Charles a parlé de ça dans son chant et moi j'ai fait des compléments. Chez les Iraya et les Alangan, où nous sommes allés avant, nous avons fait une grande expédition sur le mont Halcon, vers les Alangan du mont Halcon. Et là, il a fallu marcher 5 jours avec 16 porteurs. C'est moi qui étais responsable de la logistique. Ces porteurs, Iraya, n'avançaient que s'ils étaient nourris 3 repas par jour de riz et de sardines. Donc, il fallait monter, prévoir la descente et on souhaitait rester 1 mois là-haut. 3 semaines après, ils arrivent. Et les hommes que nous voulions voir, les Alangan, avaient une grande maison avec plusieurs foyers, mais elle était vide. Ils n'étaient pas là en cette saison, c'était variation saisonnière. Et on voyait sur la ligne de crête passer un homme, loin, très loin. Il ne venait pas. Et puis, une femme est venue travailler avec moi, un peu. Alors on avait des lits pliants, on avait 16 porteurs, énorme, l'expédition. Pas de téléphone, pas de radio, 5 jours de marche. Et il fallait franchir la rivière 17 fois, je crois, la Pakbahan River. Et moi, à chaque fois, je quittais mes chaussures. C'était d'une naïveté extraordinaire, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait continuer avec les chaussures, marcher dans la rivière avec les chaussures de tennis que j'avais. C'était une sorte d'initiation par la pratique. Personne ne m'avait dit quoi que ce soit. Et progressivement, je m'adaptais au lieu. Il fallait couper un arbre pour monter dessus, pour traverser certains passages en crue. Enfin, c'était dur. Et surtout sans contact là-haut. Alors quand ils sont venus, on était très dépités parce qu'on aurait voulu rester plus longtemps. Charles y est retourné, lui, plus librement. Et on a décidé que peut-être ce n'était pas possible de faire un grand terrain de nom là-bas.
on montait par Mamburao, par la côte occidentale. Donc j'ai écrit sur l'agriculture, le miel chez les Iraya, et Charles a aussi écrit un rapport. C'était nos rapports de terrain qu'on envoyait aux États-Unis, que nous avons là, qui n'ont pas été publiés, sauf l'article sur le riz. Et Maburuai, qui était le dieu la divinité liée au riz, chez les Iraya. Puis j'avais écrit un peu sur la grammaire. Mais enfin, c'était le tout début. Et il nous a invités, Fox nous a invités pour aller à Palawan avec lui à cette école. Et il nous a dit cette phrase très simple. Oui, vous risquez, si vous allez au sud, étudier ce que je n'ai pas pu étudier, les Palawan. Vous continuez mes travaux sur les Tagbanois en étudiant les Palawan. Vous risquez la malaria, et c'est le falciparum. Nous avons eu 9 crises chacun, gravissimes. Mais vous risquez aussi un accident au coin de la rue. J'ai eu 9 crises de malaria et l'accident au coin de ma rue à Paris. J'ai eu le complet, plusieurs fois, à la fin plus tard. Donc je souriais quand je me suis cassé le bras, justement en allant voir Condominas, je me suis cassé l'épaule et je me disais vraiment ce que Fox avait prévu initialement s'est avéré, voilà. J'ai fait le tour complet de ce qu'il m'avait prédit. Et c'est pourquoi, à cause du paludisme très très grave, infestation +3, ça va dans le cerveau, et nous avons été plusieurs fois à +3, Charles et moi. Donc ça, c'est... Et puis ça s'est passé, et ce n'est pas revenu. Mais j'ai eu une hépatite après, lui aussi. J'ai mis plus de temps à m'en remettre. On ne savait pas quel type d'hépatite c'était à l'époque. Vous savez, on n'avait pas les différents. Donc il y a tout ce côté maladie, tuberculose. J'ai été confrontée à la lèpre. J'ai identifié 17 lépreux sur 500 personnes que j'ai testées. C'était dur, ça. Mais je les ai aidés. Pendant des années, j'ai pu les aider. Ensuite, donc ça, c'est quand nous étions à Tabon Cave avec Fox, on faisait de l'archéologie. Moi, j'étais au tamis. On creusait des endroits. Je sais très bien dans la grotte où c'était. Mais on voulait aller plus loin. Et c'est Charles McDonald qui est parti en éclaireur vers le sud. Il est revenu au bout d'une semaine et il m'a dit « Je pense que c'est là-bas qu'il faut aller ». Et il est reparti. Je l'ai suivi quelques jours après. Donc Charles McDonald est reparti le premier. Et moi, je suis arrivée à Brooks Point et il y avait une famille qui avait un tracteur. Alors on m'a donné un chauffeur avec un tracteur qui m'a déposé le long de la route qui va au sud, au bord de la savane arborée. Et il y avait là environ 5-6 kilomètres à faire pour aller tout droit vers les hameaux du Piémont où il devait se trouver. Et donc je suis partie toute seule à travers ce paysage plat vers les premiers contreforts. Et c'était 6-7 heures du matin. Il commençait à faire chaud, mais pas trop. Et à un moment, j'ai entendu des voix d'enfants, des cris d'enfants, des joies, des éclats de rire. Et je suis allée vers ce son. Et c'est les enfants qui m'ont accueillie et qui m'ont amenée au hameau. Voilà. Ça a commencé comme ça, à l'oreille. Car quand on arrive dans le Piémont, c'est un autre univers, c'est un autre paysage sonore, mais c'est un autre monde qui s'ouvre à vous. Et j'ai été conduite à la maison du Panglima,
qui était encore jeune, il n'était pas vraiment Panglima, mais il était déjà Oukoum, il était déjà juge, car très talentueux en parole et en connaissance du droit coutumier. Et c'est sa femme, Nelda, qui, Joserilia était son nom. Il a été notre principal collaborateur et ami jusqu'à sa mort. C'était une relation extrêmement heureuse, extrêmement attentive, intelligente. Il s'est ouvert, c'était un intellectuel en puissance, et il s'est ouvert à la connaissance de sa propre culture par les questions que nous lui posions, par le dialogue. Toute l'histoire naturelle a été soumise à leur regard de vérification. J'ai travaillé avec ceux qui étaient potentiellement des intellectuels, qui auraient été des intellectuels chez nous, qui le sont devenus sur leur propre culture, avec cette générosité, ce temps qu'ils nous accordaient, cette patience exceptionnelle, et surtout ce délicieux sens de l'humour qui est le leur, et que toutes les communautés n'ont pas sur la terre, certainement pas les Parisiens. Ah, revenir, c'était une épreuve. Je pleurais au coin des rues. Devant là, quand je demandais mon chemin et qu'on me répondait brutalement, je fondais en larmes. C'est très difficile de réintégrer le monde qui est le nôtre. Voilà. Donc c'était très très facile. Evans Pritchard est resté des mois aux portes du camp. Moi, je suis arrivée suivant de quelques jours mon mari qui était déjà monté dans la montagne et qui est redescendu le même jour. Et à la fin de la journée, il avait qu'un coupe-coupe, il s'était sectionné le doigt. Donc je me suis retrouvée face à un pansement difficile à faire. Et la vie commençait. Mais c'était dans le Piémont, en zone un peu bilingue. Joserilia parlait l'anglais, parlait le tagalog et bien sûr le palawan. Mais ça, c'était le premier contact, très facile. Population amène, agréable, les enfants partout. Vous le verrez dans les films, vous verrez dans le film. J'ai aussi écrit sur les enfants et la forêt. Récemment, c'est publié en ligne. Vous l'avez dans ma bibliographie. C'est un moment exquis. Ils ont été mes premiers initiateurs à la langue. Car les enfants ne sont pas timides, ils vous corrigent si vous prononcez mal, et c'est impeccable, quoi. Les adultes sont plus réservés sur votre incapacité à bien dire les choses, tandis que ça tombait en place tout de suite. Je faisais des enquêtes avec eux. J'aimais beaucoup ma relation avec les enfants. Je n'avais pas moi-même d'enfant. Et alors, j'avais certainement un désir d'enfant. Et eux, sentant ce désir, puis j'étais une jeune femme. Et ils venaient à moi. Ils ont collaboré avec les travaux, leur collection d'insectes, les papillons. Je leur ai appris à faire plus tard, quand je suis montée dans la montagne, je leur ai appris à collaborer avec moi. Les enfants travaillaient avec moi Ils arrivaient de la forêt, ils m'apportaient quelque chose. C'était très sympathique. C'est un terrain très heureux, très, très beau. Très, très formidable. Qui vous transfigure. On n'est plus le même après ça. Oui, totalement. Oui. Il me manque beaucoup. Je ne peux pas lui aller les voir. Il y a de graves choses dont je parlerai plus tard, qui se passent actuellement. Mais enfin, ce livre leur est dédié, aux enfants, justement. Et donc, j'ai été accueillie par la famille de Joserilia.
Les hameaux sont très dispersés, sont petits. Les contreforts sont très abrupts, 45 degrés de déclivité de pente. Première expédition, nous sommes partis au bout d'une semaine pour assister à un mariage à Nagdarere, eau tourbillonnante. Je le décris dans le livre que vous allez acquérir, Kudaman. Là, j'ai découvert que je me tordais les pieds, que je glissais, que je tombais, que j'étais pleine de boue, que j'étais une maladroite et que marcher comme des papillons sur l'eau, sur la rivière, les cailloux, et surtout les femmes. Je me consolais en me disant que probablement avec des talons hauts sur les Champs-Élysées, elle ne marcherait pas aussi bien que moi. J'essayais de me consoler un peu parce que c'était vraiment... J'étais minable, vraiment minable en marchant. Mais j'ai été très forte quand je suis allée avec Conklin. J'ai fait son admiration, voir le père Posma à Mindoro, chez les Hanuno. Alors ça, je vais faire une petite incise parce que c'est aussi du terrain. C'est aussi une initiation au terrain avec un homme de terrain qui était formidable, Conklin. Il nous avait invités très généreusement à passer le week-end du 15 août avec lui en partant en avionnette chez les Hanuno. Quel privilège! J'avais bien sûr lu ses travaux sur Their Useful Plant, mais et d'autres articles sur les couleurs, tout ça. Mais là, aller chez les Hanuno avec lui, c'était formidable. Et en avion. Et dans l'avion, il s'est mis à écrire en syllabaire Hanuno. J'ai des exemplaires ici, je vous le montrerai tout à l'heure. Un petit message qu'il a noué avec une ficelle à une pierre. Et puis quand le paquet était prêt, il a ouvert la carlingue et jeté au-dessus de la forêt cette pierre. Eh bien, moi j'étais terrorisée, on ouvre la carlingue d'un petit coucou, on était 4. Le pilote, Conklin, Charles McDonald et moi. Eh bien, les Hanuno ont trouvé le papier et nous attendaient, bien sûr. Nous sommes arrivés. C'était formidable. Ça a été la rencontre avec les Hanuno. Bado, c'était son grand informateur. Alors là, tous en costume, brodés, de petites croix, teints à l'indigo, coton tissé, perles, bracelets de perles, magnifiques. Les Palawans ne sont pas du tout dans la parure. Ce sont des hommes et des femmes de l'audition, de la musique, de la parole, ce sont des auditifs, ce ne sont pas des plasticiens. Alors ça m'allait très bien, puisque j'étais encline par initiation par mon père, par la rencontre avec un grand pianiste qui avait inauguré ma jeunesse, par tout ça, j'étais une auditive. Voilà. Donc les choses se passaient très bien. C'est un don du hasard, cette rencontre. Voilà. J'évoquais donc le rôle des enfants. Alors Charles est arrivé blessé, et puis alors après on devait retourner à Manille où il enseignait le français. Parfois c'est moi qui ai pris son poste pour qu'il puisse aller dans les Soulous ou retourner à Mindoro, et c'est moi qui faisais le service militaire. C'est moi qui enseignais le français. Mais on m'a demandé, c'était rare, mais enfin ça s'est passé quelquefois. On avait des chairmen très compréhensifs. Et puis on m'a demandé de faire un enseignement de la linguistique structurale française en anglais. Or, les référents qui sont Bloomfield et la définition de morphème et phonème encore ça va, mais les morphèmes c'est pas la même chose chez Bloomfield
et chez Martinet. Donc j'ai dû faire un grand effort d'adaptation à l'anglais et au concept et de traduction pour enseigner la linguistique structurale telle qu'elle m'avait été enseignée. À Youpi. Ça, je l'ai fait gratuitement. Voilà. Donc ça, c'était... Et alors après, il y a eu chaque fois qu'il y avait des vacances, on repartait. Et là, la deuxième fois... Alors, première fois d'abord, mariage à Nagdarere, je découvre la faiblesse de mon corps. Mais dans la nuit qui précède ce contrat social et le rituel qui l'accompagne avec des filets de masque, de parodie pour forcer le fiancé à rire alors que c'est une erreur. Enfin, tout cela s'est passé le lendemain matin, mais dans la nuit qui a précédé, tout à coup, nous avons entendu, la musique des gonds s'est arrêtée, nous avons entendu une voix s'élever sous le toit de la grande maison, une centaine de personnes, tout le monde accroupi n'importe comment, s'endormant contre un gond, moi je vacillais contre un gond. Tout à coup, cette voix monte, et là, j'ai tout de suite compris que j'étais en présence d'une épopée. L'affolement pour trouver les cassettes, les batteries, tout ça embarché avec un matériel très très modeste. Et enfin là, au début, c'était quand même l'UR, mais je veux dire, il fallait les piles, il n'y avait pas de rechargement de piles, il fallait des provisions de piles, les realms, les rubans, mettre en marche tout ça, je m'y attendais pas du tout. À tel point que il a chanté jusqu'au soleil levant. Et j'étais dans un émoi extraordinaire. Et on s'arrête de chanter quand le soleil passe au-dessus de l'horizon. Donc, on ne peut plus chanter. L'épopée est liée à la nuit, c'est le chant de la nuit. Et on a fait... j'ai décidé avec Boussoui que mon enregistrement était lamentable et qu'il fallait recommencer, qu'il fallait qu'il vienne dans le hameau où j'étais. Et comme il était un grand chaman, très apprécié pour ses soins et pour sa belle voix, tout ça est raconté dans Kudaman, il est venu. Il est venu un soir, alors il arrive à 7 heures du soir et il va chanter toute la nuit. Là, il n'est pas question de faire autre chose. Il faut... on fait une enquête à brûle-pourpoint. Il y a une autre expression en français. Comme ça vient, les choses viennent. On laisse tout tomber parce que quelque chose se passe. On n'est pas du tout dans la systématique d'un linguiste qui fait ses enquêtes et qui s'en va dormir chez un citadin. C'est pas du tout ça. C'est le contraire. Mais ce sont des joies existentielles extraordinaires. Donc, ils ont conseillé que je parte en zone monolingue et 2 femmes ont eu la gentillesse de m'accompagner car elles craignaient que je sois trop solitaire dans les hautes terres. Une était chargée plus tard de l'herbier dans les hautes terres et l'autre dans les basses terres. Alors c'était des copines, des amies formidables. Très, très. Je viens d'en perdre une il y a 2 ans, l'autre beaucoup plus prématurément. Mais Oussouy est venu et je croyais qu'il rechantait la nuit qu'il avait chanté au mariage. Pas du tout, il continuait lui. Il était dans l'épisode X, après le temps où il s'était arrêté, et il continuait. Donc, quand j'ai cru publier la première nuit, j'étais dans la 2e nuit déjà. Et j'ai fait les synopsis des 6 nuits, parce qu'après il est revenu quand j'étais dans la montagne. Alors il arrivait comme un prince, et moi au diapason, hein, on laisse tout tomber et on est prêt. Ça, c'est... Il est prêt à chanter, je suis prêt à enregistrer. Il n'est pas question de dire « Ah non, je ne peux pas ». Ah non, 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 non. Il me fait cet honneur de venir chanter pour l'enregistrement. Alors tout le hameau arrive,
formidable, mais il faut être prêt. Voilà. C'est cette disponibilité-là qui est merveilleuse, qui vous donne une autre appréhension de la vie aussi, je crois. C'est très important de savoir suivre, s'adapter, changer, tourner les pages de la vie. C'est très difficile, mais c'est très nécessaire.